relève-toi. Arrête de faire ton bébé, cria mon père alors que j'étais immobile au sol. Mon frère se tenait là, un sourire narquois aux lèvres, tandis que maman m'accusait de gâcher son anniversaire. Mais lorsque l'ambulancière a vu que je ne pouvais pas bouger mes jambes, elle a immédiatement appelé des renforts de police. L'IRM révélerait. Je m'appelle Audrey et j'ai 28 ans. Je me souviens encore de ce jour comme si c'était hier. Le jour où mon corps s'est engourdi à partir de la taille. Le jour où mon frère Jason se tenait au-dessus de moi, riant de sa blague cruelle pendant que j'étais immobile sur le béton. Le jour où mon père a crié « Relève-toi. Arrête de faire ton bébé » et ma mère m'a accusé de gâcher la fête d'anniversaire de Jason. Ils n'avaient aucune idée que leur dédain de ma douleur allait bientôt faire d'eux des criminels. Si vous avez déjà vu votre souffrance ignorée par les personnes qui devraient le plus se soucier de vous, faites-moi savoir d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous et restez pour une histoire sur le jour où la trahison de ma famille a changé ma vie à jamais. Grandir dans la famille Matthews, c'était comme marcher sur des œufs. Notre famille semblait parfaite de l'extérieur, une belle maison de banlieue dans le Massachusetts, un père qui était un comptable prospère, une mère qui était la femme au foyer idéal et 2 enfants qui excellaient à l'école. Mais les apparences peuvent être trompeuses. Mon père, Douglas Matthews, était une tour de stoïcisme de 1,88 mètres, un homme qui croyait que montrer des émotions était un signe de faiblesse. Il avait été élevé par un père militaire qui lui avait appris que la douleur n'était qu'une faiblesse qui quittait le corps. Malheureusement, il a transmis ses croyances toxiques à ses enfants, en particulier à son fils aîné, Jason. Audrey, tu dois te durcir, était le mantra de mon père tout au long de mon enfance. Que je fasse face à un genou écorché, à un chagrin d'amour ou à une maladie légitime, sa réponse était toujours la même, minimiser, rejeter, passer à autre chose. Ma mère, Eleanor, n'était guère mieux. Bien qu'elle ait parfois montré des signes de tendresse, son allégeance principale était toujours à mon père et à Jason. C'était une femme nerveuse qui semblait perpétuellement avoir peur de perturber l'équilibre délicat de notre foyer. Si reconnaître ma douleur signifiait perturber cet équilibre, elle choisirait toujours le déni. Ton frère ne se plaindrait jamais de quelque chose comme ça, disait-elle, établissant des comparaisons défavorables qui coupaient plus profondément que toute blessure physique. Puis il y avait Jason, mon frère aîné de 3 ans, maintenant âgé de 31 ans. Il avait passé toute sa vie en tant qu'enfant chéri, le fils qui ne pouvait pas faire de mal aux yeux de nos parents. Athlétique, charismatique et manipulateur, Jason a appris très tôt qu'il pouvait s'en tirer avec n'importe quoi tant qu'il maintenait sa façade de perfection devant nos parents. Je me souviens encore quand j'avais 7 ans et Jason en avait 10. Il m'avait poussé de mon vélo, me cassant le poignet. Quand j'ai pleuré à nos parents, Jason a prétendu que j'étais tombée toute seule parce que j'étais maladroite. Ils l'ont cru sans hésitation. À l'hôpital, mon père m'a fait la morale sur le fait d'être plus prudente, tandis que ma mère s'inquiétait des factures médicales. Pas une seule fois ils n'ont envisagé que Jason puisse mentir. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de notre enfance et jusqu'à nos années d'adultes. Jason me tourmentait avec des blagues qui franchissaient la ligne de la cruauté, et nos parents ignoraient son comportement ou me blâmaient de l'avoir provoqué. Quand j'avais 12 ans, Jason m'a enfermé dans notre sous-sol pendant des heures pendant un orage, sachant que j'avais peur du noir. Quand je me suis finalement échappé et que j'ai confronté nos parents, ils m'ont accusé d'inventer des histoires pour attirer l'attention. À 16 ans, Jason a saboté mon projet scientifique la veille de sa date de tombée, ce qui m'a fait échouer à la tâche. Quand j'ai dit à mes parents, ils ont suggéré que j'aurais dû être plus préparé et ne pas tout laisser à la dernière minute. Au moment où j'ai atteint l'âge adulte, j'avais appris à garder mes distances avec ma famille. J'ai déménagé à 18 ans pour aller à l'université dans un autre état, ne rentrant à la maison que pour les grandes fêtes et les événements familiaux. Je me suis construit une vie en tant que professeur d'école primaire, j'ai trouvé des amis qui se souciaient vraiment de mon bien-être et j'ai commencé une thérapie pour traiter les dommages causés par mon éducation. Mais les liens familiaux sont difficiles à rompre complètement. Peu importe à quel point j'essayais de créer des limites, la culpabilité et l'obligation me ramenaient toujours dans leur orbite, c'est pourquoi, lorsque ma mère a appelé pour insister pour que j'assiste à la célébration du 31e anniversaire de Jason, j'ai accepté à contre-cœur. Cela faisait 6 mois que je ne les avais pas vus, et une partie de moi espérait que le temps et la distance pourraient avoir amélioré notre relation. Cela signifierait tellement pour ton frère si tu venais, a dit ma mère, bien que je doutais que Jason se soucie de ma présence. Nous organisons un barbecue dans le jardin, et ton père installe la nouvelle terrasse de la piscine.
Tout le monde sera là. Par tout le monde, elle voulait dire les amis de Jason, dont la plupart étaient aussi odieux et privilégiés que lui. L'idée de passer un après-midi avec eux me donnait des nausées, mais je n'avais plus d'excuses. D'accord, je serai là, ai-je convenu, regrettant déjà ma décision. Magnifique. Et s'il te plaît, habille-toi bien. Tu sais à quel point les apparences sont importantes pour ton père. Ce commentaire a piqué, comme il était censé le faire. Ma mère savait que j'avais récemment adopté un style plus décontracté, échangeant les tenues prépies que mes parents approuvaient contre des vêtements qui me mettaient vraiment à l'aise. C'était un petit acte de rébellion, mais dans la famille Matthews, même le moindre écart par rapport à leurs attentes était traité comme une transgression majeure. En raccrochant le téléphone, j'ai essayé de me préparer mentalement à ce qui allait arriver. J'irai à la fête, je ferai la conversation pendant quelques heures, je donnerai à Jason une carte d'anniversaire générique avec de l'argent à l'intérieur, et je partirai dès que ce serait socialement acceptable. Je pourrais supporter un après-midi d'inconfort si cela signifiait plusieurs mois de paix loin d'eux. Ce que je n'aurais pas pu savoir, c'est que cette fête d'anniversaire serait la dernière fois que je marcherais sans assistance, que la cruauté désinvolte s'aggraverait au point de non-retour, que le refus de mes parents de prendre ma douleur au sérieux franchirait la ligne de la négligence émotionnelle à la négligence criminelle. J'ai fait une valise pour la nuit, prévoyant de séjourner dans un hôtel plutôt que dans ma chambre d'enfance. Même cette petite limite était importante pour moi, un rappel que je n'étais plus sous leur contrôle. J'ai choisi une tenue qui passerait l'inspection de mon père tout en me permettant de me sentir moi-même, un jean foncé, un chemisier bleu et des chaussures plates confortables, appropriées pour une fête décontractée mais pas si formelle que j'avais l'impression de me déguiser. Alors que je conduisais les 2 heures jusqu'à la maison de mes parents, j'ai pratiqué les techniques que mon thérapeute m'avait apprises pour faire face aux situations familiales difficiles, respiration profonde, visualisation, me rappeler que j'étais une adulte maintenant avec le pouvoir de partir si les choses devenaient trop inconfortables. Mais toute la thérapie du monde n'aurait pas pu me préparer à ce qui m'attendait à cette fête d'anniversaire. Aucune quantité de respiration profonde n'aurait pu empêcher la catastrophe qui allait se dérouler ni guérir les cicatrices physiques et émotionnelles qui allaient suivre. Je suis arrivé chez mes parents à exactement 14 heures, planifiant mon entrée pour coïncider avec le début officiel de la fête. C'était une stratégie délibérée pour minimiser l'interaction individuelle avec ma famille. Dans une foule, il serait plus facile de se fondre dans la masse pour éviter de devenir la seule cible de leur attention. L'allée était déjà remplie de voitures, la plupart des VUS et des voitures de sport coûteux appartenant aux amis de Jason. J'ai reconnu quelques véhicules, dont la Corvette rouge qui appartenait à son meilleur ami, Tyler, qui avait été tout aussi complice de me tourmenter pendant notre enfance. Ma mère m'a accueilli à la porte avec un baiser aérien et un examen rapide qui m'a dit que ma tenue avait passé l'inspection, même si ce n'était que de justesse. Audrey, tu es là. Tout le monde est dehors. Ton frère vient d'ouvrir ses cadeaux. Bien sûr, ils avaient commencé à offrir des cadeaux sans attendre que tous les invités arrivent. C'était un rappel subtil que ma présence n'était pas essentielle, mais simplement tolérée. Le salon était rempli de paquets coûteux emballés, les restes de ce qui semblait être une séance d'ouverture de cadeaux extravagantes. J'ai repéré un nouvel ensemble de clubs de golf, des vêtements de marque et ce qui ressemblait à des clés d'un certain type de véhicule. Nous lui avons acheté ce jet ski qu'il voulait, m'a informé fièrement ma mère, en montrant une photo de l'engin nautique qui se trouvait sur l'une des plus grandes boîtes. Ton père le fait livrer la semaine prochaine. J'ai hoché la tête, ressentant la piqûre familière de l'iniquité. Pour mon 30e anniversaire, 6 mois plus tôt, ils avaient envoyé une carte cadeau à un grand magasin. La disparité n'était pas nouvelle, mais ça faisait quand même mal. J'ai placé mon propre cadeau, une simple carte avec $200 à l'intérieur, sur la table avec les autres et j'ai suivi ma mère à travers la maison jusqu'à la cour arrière. La scène qui m'a accueilli était exactement ce à quoi je m'attendais, une trentaine de personnes, principalement des hommes d'une trentaine d'années, buvant de la bière et se prélassant autour de la terrasse de la piscine nouvellement construite. Mon père jouait les hôtes au grill, retournant des hamburgers et des steaks avec la précision de quelqu'un qui avait passé sa vie à maîtriser l'art de la masculinité de banlieue. Jason tenait la cour près de la piscine, entouré de son entourage habituel. Il avait une bière à la main et gesticulait avec animation de l'autre, racontant probablement à ses amis une histoire exagérée de sa propre importance. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu, sa silhouette autrefois athlétique montrant maintenant les effets de trop de nuits de forte consommation d'alcool et pas assez d'exercice. Quand il m'a repéré,
Il s'est séparé de son groupe et s'est approché avec l'enthousiasme artificiel de quelqu'un qui se sent obligé de reconnaître une connaissance lointaine. Petite sœur, tu as décidé de nous honorer de ta présence après tout. Ces mots étaient assez amicaux, mais l'éclat dans ses yeux était tout sauf chaleureux. Il m'a attiré dans une étreinte trop serrée, trop agressive, un rappel physique de la dynamique de pouvoir qui avait défini notre relation pendant des décennies. Joyeux anniversaire, Jason, ai-je répondu, me dégageant de son étreinte aussi vite que possible. L'endroit est magnifique. Papa a dépensé une fortune pour cette nouvelle terrasse, a-t-il dit, en montrant la structure en bois qui entourait la piscine creusée. Le bois dur brésilien fait sur mesure lui a coûté près de 20 000 $. Encore une fois, la comparaison tacite planait dans l'air. Nos parents ne reculeraient devant aucune dépense pour le confort et le statut de Jason, tandis que mes demandes et mes besoins avaient toujours été traités comme des impositions pénibles. Je me suis excusé pour prendre un verre, optant pour de l'eau plutôt que de l'alcool. Je savais d'expérience que j'avais besoin de garder ma lucidité et d'éviter de devenir plus vulnérable à leur manipulation. Pendant l'heure suivante, j'ai réussi à éviter l'interaction directe avec ma famille en engageant une conversation polie avec certains des autres invités. Il y avait quelques conjoints et petites amies présents qui semblaient tout aussi mal à l'aise avec l'atmosphère de plus en plus bruyante, et nous avons formé une alliance tranquille d'étrangers. Mais au fur et à mesure que l'après-midi avançait et que l'alcool coulait à flot, je pouvais sentir l'énergie changer. Jason et ses amis sont devenus plus bruyants, leur comportement plus odieux. Ils ont commencé à se remémorer leurs années de lycée, échangeant des histoires qui impliquaient invariablement d'humilier quelqu'un qu'ils jugeaient inférieur à eux. Finalement, inévitablement, Jason s'est tourné vers moi. « Et, tu te souviens de la fois où nous avons convaincu Audrey que le chien des voisins avait la rage ?» a-t-il crié assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle avait tellement peur qu'elle a refusé de sortir pendant une semaine. Ses amis ont ri, et j'ai senti mes joues brûler avec le mélange familier d'embarras et de colère. J'avais 8 ans lorsque Jason et ses amis m'avaient dit que le labrador amical d'un accent grave côté avait une maladie mortelle et allait m'attaquer. La peur avait été réelle, tout comme les cauchemars qui avaient suivi. Ou la fois où nous avons échangé son shampoing contre une crème dépilatoire, a ajouté Tyler, en se tapant le genou comme si cet acte de cruauté était le summum de la comédie. Cette farce particulière s'était produite quand j'avais 14 ans. J'avais été forcé de porter des chapeaux à l'école pendant des semaines pendant que mes cheveux repoussaient par plaques. Mes parents m'avaient dit de cesser d'être si dramatique à ce sujet. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à rassembler mes affaires. J'avais atteint ma limite, et aucune obligation envers la famille ne valait la peine de me soumettre à ce genre d'humiliation. Mais alors que je me tournais pour partir, Jason m'a intercepté. « Tu pars si tôt ? La fête ne fait que commencer. » Ses mots étaient pâteux, ses yeux flous. Il était ivre, ce qui le rendait toujours plus imprévisible, plus dangereux. J'ai une longue route à faire, ai-je dit fermement, essayant de le contourner. Mais Jason bloquait mon chemin. Allez, ma sœur. Détends-toi. Prends un verre avec nous. Pour le bon vieux temps. Je connaissais cette routine, la camaraderie forcée qui mènerait inévitablement à une forme d'humiliation publique. J'étais tombé dans le panneau trop de fois dans le passé. Non merci, Jason. Je dois vraiment y aller. Son visage s'est durci, le masque d'amitié glissant pour révéler la cruauté en dessous. Toujours la même Audrey coincée. Certaines choses ne changent jamais. Je me suis éloigné, me dirigeant vers la porte coulissante en verre qui menait à l'intérieur de la maison. J'avais juste besoin d'attraper mon sac à main dans le salon, de dire un rapide au revoir à mes parents, et je pouvais échapper à cet environnement toxique. Mais le destin, ou peut-être la malice de Jason, avait d'autres plans. Pour atteindre la maison, je devais traverser une section de la nouvelle terrasse de la piscine. Alors que je mettais le pied sur les planches de bois, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La surface était étrangement glissante sous mes chaussures plates. J'ai jeté un coup d'œil vers le bas et j'ai remarqué un léger éclat sur le bois, presque imperceptible à moins de le chercher. À ce moment-là, je savais ce qui allait se passer, mais il était déjà trop tard pour l'empêcher. Mon pied a glissé violemment vers l'avant, me déséquilibrant. J'ai essayé de me rattraper, les bras ballants, mais le caractère glissant était trop complet, trop délibéré. Mon autre pied s'est dérobé sous moi, et j'ai senti mon corps tomber vers l'arrière. Le temps a semblé ralentir. Je pouvais voir Jason et ses amis regarder, leurs expressions un mélange d'anticipation et d'amusement cruel.
Je pouvais voir mon père se détourner du grill, ma mère s'arrêtant dans sa conversation avec un autre invité. Et puis il y a eu l'impact, pas avec la terrasse en bois comme je m'y attendais, mais avec le rebord en béton de la piscine. Le bas de mon dos et ma tête ont frappé simultanément, un double coup qui a envoyé une douleur fulgurante le long de ma colonne vertébrale et a explosé comme des feux d'artifice derrière mes yeux. J'ai entendu quelqu'un crier, et ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que le son venait de moi. Le monde a basculé et tourné, les couleurs se mélangeant alors que ma vision nageait et se floutait. Quand les choses se sont finalement stabilisées, j'étais allongé sur le dos, regardant le ciel bleu clair. La douleur dans ma tête était atroce, mais ce qui me terrifiait le plus, c'était que je ne pouvais rien sentir en dessous de ma taille. Aidez-moi. J'ai haleté, ma voix à peine audible, même pour mes propres oreilles. L'impact m'avait coupé le souffle, et j'avais du mal à respirer correctement. S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne peux pas sentir mes jambes. Le premier visage qui est apparu dans mon champ de vision était celui de Jason. Il se dressait au-dessus de moi, et à mon horreur, il souriait. Belle dégringolade, Audrey. Très dramatique. Il s'est tourné vers ses amis. Elle a toujours été une enfant de théâtre. J'ai essayé de bouger, de m'asseoir, mais mon corps ne voulait pas coopérer. Mes bras fonctionnaient, mais quand j'ai essayé de bouger mes jambes, il n'y avait rien, aucune réponse, aucune sensation, juste un vide terrifiant là où la moitié inférieure de mon corps aurait dû être. Je suis sérieuse, ai-je dit, ma voix plus forte maintenant, teintée de panique. Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas bouger mes jambes. Je pense que je me suis cogné le dos contre le béton. Jason a levé les yeux au ciel, toujours convaincu qu'il s'agissait d'une sorte de performance de ma part. Allez, lève-toi. Tu te fais honte. Je ne peux pas me lever. Je pleurais maintenant, des larmes de douleur et de peur coulant sur mon visage. S'il vous plaît, appelez une ambulance. Je pense que je suis vraiment blessé. À ce stade, une petite foule s'était rassemblée autour de moi. Je pouvais voir la curiosité et l'inconfort sur leurs visages, mais personne ne bougeait pour aider. Ils prenaient le repère de Jason, supposant que ce n'était qu'un autre drame familial qui se déroulait pour leur divertissement. Mon père s'est frayé un chemin à travers les spectateurs, le visage crispé par l'irritation. « Qu'est-ce qui se passe ici, Audrey? Pourquoi es-tu par terre? » Papa. J'ai sangloté, le soulagement m'envahissant. Sûrement mon père prendrait ça au sérieux. J'ai glissé et je suis tombé. Je me suis cogné le dos contre le bord de la piscine. Je ne peux pas sentir mes jambes. Je dois aller à l'hôpital. Je m'attendais à de l'inquiétude, à de l'urgence, à une action immédiate. Ce que j'ai obtenu à la place, c'est un ricanement méprisant. Pour l'amour de Dieu, Audrey, la terrasse est parfaitement sûre. Je viens de la faire installer par des professionnels. Il a fait un geste d'impatience. Relève-toi. Arrête de faire ton bébé. Tu fais une scène à la fête de ton frère. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Même maintenant, même lorsque j'étais littéralement incapable de bouger, ma douleur était rejetée, mon expérience invalidée. Douglas, peut-être devrions-nous l'aider à se relever, a suggéré ma mère, apparaissant à ses côtés. Mais son inquiétude n'était pas pour mon bien-être. Les gens regardent. Je ne peux pas me relever, ai-je répété, ma voix s'élevant avec désespoir. J'ai besoin d'une ambulance. S'il vous plaît, maman. Papa, je vous en supplie. Quelque chose ne va vraiment pas. Ma mère s'est agenouillée à côté de moi, sa voix baissée à un murmure en colère. Audrey Matthews, ça suffit. Tu as toujours été jalouse de l'attention de ton frère, mais ça va trop loin. Tu gâches sa fête d'anniversaire avec cette performance. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. La douleur dans mon dos s'intensifiait, rayonnant vers l'extérieur par vagues qui rendaient difficile la concentration. Ma tête palpitait là où elle avait frappé le béton, et je commençais à avoir des nausées. Je pense que je vais être malade, ai-je gémi, tournant la tête sur le côté. Elle est probablement ivre, ai-je entendu Jason dire à quelqu'un. La Audrey classique ne supporte pas l'alcool. Je n'avais pas bu une seule boisson de toute la journée, mais les faits n'avaient jamais compté dans le récit de ma famille à mon sujet. Le soleil qui frappait mon visage empirait les nausées. Je transpirais abondamment, et une étrange sensation de picotement avait commencé dans le bout de mes doigts. Je savais que c'était de mauvais signes,
peut-être des indicateurs de choc ou de saignement interne. S'il vous plaît, ai-je murmuré, n'ayant plus l'énergie de crier. J'ai besoin d'aide. Mon père s'était éloigné, retournant au grill comme si rien ne se passait. Ma mère trouvait des excuses aux invités, leur disant que j'avais toujours été sujette à des épisodes et qu'ils devraient continuer à profiter de la fête. Jason avait perdu tout intérêt, retournant à son groupe d'amis, qui discutaient bruyamment des plans pour emmener le nouveau jet ski le week-end suivant. J'étais seul, immobile dans l'agonie, entouré de personnes qui choisissaient d'ignorer ma souffrance. La trahison coupait plus profondément que n'importe quelle douleur physique ne pourrait jamais le faire. Puis, du bord de ma conscience qui s'estompait, j'ai entendu une nouvelle voix, ferme, autoritaire, féminine. « Excusez-moi, je suis infirmière. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. » La foule s'est écartée, et une femme que je ne reconnaissais pas s'est agenouillée à côté de moi. Elle avait des yeux gentils et des mains capables qui sont allées immédiatement à mon poignet, vérifiant mon pouls. « Bonjour, je m'appelle Rachel. Je travaille aux urgences du Massachusetts General. Pouvez-vous me dire votre nom ? » Audrey, ai-je réussi à dire entre des dents qui claquent. J'avais froid maintenant malgré la chaleur de l'été. D'accord, Audrey, j'ai besoin que tu restes très immobile. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ? J'ai expliqué la chute, l'impact avec le bord de la piscine et la perte immédiate de sensation dans mes jambes. L'expression de Rachel est restée neutre, mais je pouvais voir de l'inquiétude dans ses yeux. Elle s'est penchée plus près et a parlé doucement. Je vais vérifier quelques trucs, mais je ne veux pas que tu bouges du tout. D'accord ? Elle a doucement pressé ses doigts contre divers points de mes jambes, me demandant si je pouvais sentir la pression. Je ne pouvais pas. Elle m'a demandé de bouger mes orteils. Il ne s'est rien passé. J'appelle une ambulance, a-t-elle annoncé, sortant son téléphone. Elle n'a pas besoin d'une ambulance, a protesté ma mère, réapparaissant soudainement. Elle a juste besoin de se lever et d'arrêter de faire des histoires. Rachel a fixé ma mère d'un regard sérieux. Madame, votre fille présente des signes compatibles avec une lésion de la moelle épinière. La déplacer pourrait causer des dommages permanents. Elle a besoin de soins médicaux d'urgence immédiatement. Pour la première fois, un éclair d'inquiétude réelle a traversé le visage de ma mère. Lésion de la moelle épinière ? C'est impossible. Elle a juste glissé. Les chutes sont l'une des causes les plus fréquentes de lésions de la moelle épinière, a répondu Rachel, composant déjà le 911. Et d'après ce que je peux voir, elle a frappé le bord en béton assez fort. Alors que Rachel parlait avec le répartiteur d'urgence, décrivant mon état et mon emplacement, j'ai vu mon père s'approcher. Son expression était passée de l'agacement à l'appréhension. « De quoi parlent tous à d'une ambulance ?» a-t-il demandé. Rachel, toujours au téléphone, a levé la main pour le faire taire. Après avoir donné au répartiteur les informations nécessaires, elle s'est tournée vers mon père. « Monsieur, votre fille a potentiellement subi une grave lésion de la moelle épinière. Les ambulanciers paramédicaux seront ici dans environ 10 minutes. Jusque-là, il est absolument crucial qu'elle ne soit pas déplacée. » Le visage de mon père a pâli. Pour la première fois, je pense qu'il commençait à réaliser que ce n'était pas un acte, pas une tentative de voler l'attention ou de perturber la fête. C'était réel, et c'était grave. « Comment est-ce arrivé ?» a-t-il demandé, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un à blâmer autre que lui-même. À travers le brouillard de douleur et de peur, j'ai réussi à parler. La terrasse était glissante, comme s'il y avait de l'huile ou quelque chose dessus. Les yeux de mon père se sont rétrécis. C'est ridicule. Je viens de la faire sceller hier. Elle ne devrait pas être glissante du tout. Mais Rachel, toujours observatrice, examinait déjà les planches de bois près de l'endroit où j'étais tombé. Elle a touché la surface, puis a frotté ses doigts ensemble. « Ce n'est pas de l'eau, a-t-elle dit, sa voix se durcissant. On dirait une sorte de lubrifiant. » Tous les regards se sont tournés vers Jason, qui était revenu pour voir ce qui se passait. Son visage, rouge à cause de l'alcool, s'est soudainement vidé de sa couleur. « C'était juste une blague, a-t-il murmuré, sans croiser le regard de personne. Juste une petite farce. J'ai mis de l'huile de terrasse de papa sur quelques planches. Je pensais qu'elle glisserait un peu et tomberait peut-être dans la piscine. Je ne pensais pas, il s'est interrompu, les implications de ses actions semblant enfin lui apparaître.
Le silence qui a suivi était assourdissant. À ce moment-là, alors que j'étais immobile au sol, j'ai vu la vérité de ma famille reflétée sur leur visage, la cruauté des involtes qui avaient défini nos relations, l'aveuglement volontaire au mal qu'ils causaient, la protection réflexe de Jason à tout prix. Mais cette fois, il y aurait des conséquences qu'ils ne pourraient pas ignorer. Au loin, j'ai pu entendre des sirènes approcher. Les sirènes hurlantes sont devenues plus fortes, coupant le silence stupéfié qui était tombé sur la cour arrière. Rachel est restée à mes côtés, surveillant mon état et gardant tout le monde à distance. « Essaie de rester calme, dit-elle doucement. L'aide arrive bientôt. Concentre-toi juste sur ta respiration. » J'essayais, mais la panique menaçait de me submerger. L'engourdissement dans le bas de mon corps était terrifiant, un vide là où la sensation devrait être. Chaque respiration envoyait de nouvelles vagues de douleur à travers mon dos et ma tête, et les nausées s'intensifiaient. Les invités à la fête avaient commencé à se disperser, s'éloignant du lieu de l'accident, murmurant entre eux. Certains partaient déjà, ne voulant pas être impliqués dans ce qui se déroulait. D'autres regardaient de loin, leurs expressions un mélange de curiosité morbide et d'inconfort. Ma mère flottait à proximité, son attitude dédaigneuse antérieure remplacée par une énergie nerveuse. Elle n'arrêtait pas de remettre ses vêtements en place, de toucher ses cheveux, de petits gestes qui trahissaient son anxiété quant à la façon dont cela apparaîtrait aux autres. « Penses-tu vraiment que c'est nécessaire » demanda-t-elle à Rachel. « Peut-être pourrions-nous simplement l'emmener nous-mêmes aux urgences. » La réponse de Rachel fut ferme. « Absolument pas. Elle a besoin d'une immobilisation et d'un transport approprié. Tout mouvement inapproprié pourrait aggraver une lésion de la colonne vertébrale. » Mon père était allé à l'avant de la maison pour diriger les ambulanciers paramédicaux, tandis que Jason se tenait figé à quelques mètres de là, la réalité de ce qu'il avait fait semblant enfin de s'installer. Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés avec une efficacité remarquable, 2 femmes et un homme en uniforme poussant une civière à travers le portail jusqu'à la cour arrière. Rachel les a immédiatement informés de mon état et des circonstances de ma chute. L'ambulancière paramédicale en chef, une femme nommée Sarah selon son badge, s'est agenouillée à côté de moi. « Bonjour, Audrey. Je m'appelle Sarah. Nous allons bien prendre soin de vous. Pouvez-vous me dire où la douleur est la plus forte ? » Le bas de mon dos, ai-je réussi à dire, et ma tête, mais je ne peux rien sentir en dessous de ma taille. Sarah hocha la tête, son expression professionnelle mais gentille. Nous allons vous mettre un collier cervical pour stabiliser votre cou, puis nous allons vous rouler délicatement sur une planche dorsale. Il est important que vous n'essayiez pas de nous aider à vous déplacer, d'accord ? Restez aussi immobile que possible. Pendant qu'il travaillait, Sarah a posé des questions sur la chute, comment elle s'était produite et si j'avais perdu conscience. Rachel a fourni des détails sur mes signes vitaux et l'évaluation initiale qu'elle avait faite. Puis Sarah a posé une question qui a tout changé. La surface où vous êtes tombé était-elle naturellement glissante, ou y avait-il quelque chose dessus qui vous a fait glisser ? Avant que je puisse répondre, Rachel a pris la parole. Il semble y avoir une sorte d'huile ou de lubrifiant sur les planches de la terrasse. Je crois qu'il a été placé là délibérément. Sarah s'est arrêtée dans son travail, levant les yeux brusquement. Délibérément ? Pouvez-vous élaborer ? Son frère a admis avoir mis de l'huile de terrasse sur les planches en guise de farce, dit Rachel, sa voix égale mais avec un courant sous-jacent de colère. Il avait l'intention qu'elle glisse. Sarah et les autres ambulanciers paramédicaux échangèrent des regards. Puis Sarah se tourna pour regarder Jason, qui se tenait là, les mains enfoncées dans ses poches, fixant le sol. Jason, est-ce exact ? Avez-vous intentionnellement créé un risque de glissade qui a causé cette blessure ? Jason s'est déplacé inconfortablement. C'était juste censé être une blague. Je ne pensais pas qu'elle se blesserait comme ça. L'expression de Sarah s'est durcie. Elle se tourna vers son collègue. Mike, pouvez-vous vérifier la surface de la terrasse et documenter ce que vous trouvez, s'il vous plaît ? Mike hocha la tête et se déplaça pour examiner la zone où j'étais tombé, prenant des photos avec un petit appareil photo et prélevant un échantillon de la substance sur la terrasse. Pendant ce temps, les ambulanciers paramédicaux ont continué à travailler méthodiquement pour m'immobiliser. Ils ont placé un collier rigide autour de mon cou, puis se sont soigneusement placés pour me rouler en bloc sur la planche dorsale. À mon compte, ordonna Sarah. 1, 2, 3. Ils m'ont déplacé avec une précision consommée, mais malgré leurs soins,
le mouvement a envoyé une nouvelle agonie à travers mon corps. J'ai crié, incapable de supprimer le son. Je sais que ça fait mal, dit Sarah avec sympathie. Nous allons vous donner quelque chose pour la douleur dès que nous vous aurons sécurisé. Une fois que j'ai été attaché à la planche dorsale, ils m'ont transféré sur la civière et ont commencé à fixer l'équipement de surveillance. Sarah a placé un masque à oxygène sur mon visage et a inséré une ligne intraveineuse dans mon bras. Votre tension artérielle est assez basse, remarqua-t-elle, fronçant les sourcils au moniteur, et votre fréquence cardiaque est élevée. Nous devons vous emmener à l'hôpital tout de suite. Ma mère a finalement semblé saisir la gravité de la situation. Va-t-elle bien s'en sortir, demanda-t-elle, sa voix petite. Sarah n'a pas offert de fausses assurances. Elle présente des signes compatibles avec une lésion importante de la moelle épinière. Plus tôt nous l'emmènerons dans un centre de traumatologie, meilleures seront ses chances de guérison. Alors qu'il se préparait à me déplacer vers l'ambulance, Mike revint d'inspecter la terrasse. Il parla à voix basse à Sarah, lui montrant quelque chose sur l'écran de sa caméra. Son expression devint encore plus sérieuse. Sur la base de ce que je vois ici et des circonstances décrites, je vais demander l'assistance de la police, annonça-t-elle. La police, balbutia mon père, revenant de la cour avant. Ce n'est sûrement pas nécessaire. Ce n'était qu'un accident malheureux. Sarah le fixa d'un regard égal. Monsieur, créer délibérément une condition dangereuse qui entraîne des blessures graves n'est pas qu'un accident. De plus, je comprends qu'il y a eu un retard à solliciter des soins médicaux pour votre fille malgré qu'elle ait signalé une perte de sensation, ce qui est une urgence médicale. Le visage de mon père rougit de colère. Attendez une minute. Vous ne pouvez pas entrer chez moi et faire des accusations comme ça. Papa, dis-je faiblement derrière le masque à oxygène. S'il vous plaît, laissez-les simplement m'aider. Pour une fois, mon père se tut. Sarah fit un appel sur sa radio demandant la présence de la police sur les lieux. Puis elle se retourna vers moi. Nous allons vous déplacer vers l'ambulance maintenant. Le trajet pourrait être inconfortable, mais nous ferons tout notre possible pour vous garder stable. Alors qu'il me poussait à travers la maison et jusqu'à l'ambulance qui attendait, j'ai aperçu une dernière fois ma famille. Mon père se disputant avec Mike, gesticulant avec colère. Ma mère se tenant là, les bras croisés autour d'elle-même, l'air perdu. Et Jason, toujours enraciné au même endroit, regardant les conséquences de sa cruauté de toute une vie le rattraper enfin. La dernière chose que j'ai vue avant que les portes de l'ambulance ne se ferment, c'était une voiture de patrouille de la police qui s'engageait dans l'allée, les gyrophares clignotants mais les sirènes silencieuses. À ce moment-là, malgré la douleur et la peur, j'ai ressenti un étrange sentiment de validation. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un prenait ma souffrance au sérieux. L'ambulance s'éloigna, m'emmenant vers un avenir incertain, mais aussi loin de l'environnement toxique qui m'avait causé tant de douleur. Alors que les médicaments qu'il m'avait administrés commençaient à faire effet, atténuant le pire de l'agonie physique, j'ai fermé les yeux et me suis abandonné à l'inconscience. Je me suis réveillé au son rythmé des moniteurs d'hôpital et à l'odeur antiseptique qui semble universelle à tous les établissements médicaux. Pendant un moment, j'étais désorienté, ne sachant pas où j'étais ni comment j'y étais arrivé. Puis les souvenirs sont revenus en flèche, la chute, l'engourdissement, les ambulanciers paramédicaux, et enfin, la police arrivant chez mes parents. Un infirmier remarqua que j'étais réveillé et s'approcha de mon chevet. Bienvenue à nouveau, Audrey. Je m'appelle Carlos. Vous êtes au Massachusetts General Hospital. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Je suis tombé, dis-je, ma voix rauque à cause de la sonde respiratoire qui avait apparemment été retirée à un moment donné. À la fête d'anniversaire de mon frère. Je ne pouvais pas sentir mes jambes. Carlos hocha la tête, prenant une note dans mon dossier. C'est exact. Vous avez été consciente et inconsciente pendant environ 12 heures maintenant. Le médecin sera là bientôt pour discuter de votre état avec vous. Puis-je vous apporter de l'eau? J'ai hoché la tête avec gratitude, et il m'a aidé à prendre de petites gorgées à travers une paille. Même ce simple mouvement a provoqué une flambée de douleur dans mon dos. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, demandai-je, la peur faisant trembler ma voix. Est-ce que je ne peux toujours pas bouger mes jambes? L'expression de Carlos était compatissante mais professionnelle. Le médecin vous expliquera tout. Elle devrait être là dans quelques minutes. Essayez de rester calme. Comme par hasard,
Une femme en blouse blanche entra dans la pièce. Elle avait la cinquantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon soigné. « Bonjour, Audrey. Je suis le docteur Martinez, la neurochirurgienne qui supervise vos soins. Comment vous sentez-vous » Effrayé, admis-je, et j'ai mal. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ne puis-je pas sentir mes jambes? Le docteur Martinez tira une chaise et s'assit à côté de mon lit. Lorsque vous êtes tombé, vous avez subi ce que nous appelons une lésion incomplète de la moelle épinière au niveau de la section T12 ou L1, qui se trouve dans le bas de votre dos. L'impact a fracturé 2 vertèbres et a causé une compression importante de votre moelle épinière. Elle me montra des images de mon IRM sur une tablette, pointant les zones endommagées. Nous avons pratiqué une chirurgie d'urgence pour enlever les fragments d'os et réduire la pression sur votre moelle épinière. Nous avons également stabilisé votre colonne vertébrale avec des tiges et des vis. Vais-je remarcher, demandai-je, la question qui me terrifiait depuis le moment où j'avais perdu la sensation dans mes jambes. Le docteur Martinez n'a pas offert de faux espoirs, mais elle ne l'a pas éteint complètement non plus. Les lésions de la moelle épinière sont complexes, et les résultats peuvent varier considérablement. Le fait que la vôtre soit une lésion incomplète est en fait une bonne nouvelle. Cela signifie que la moelle épinière n'a pas été complètement sectionnée. Elle a continué, expliquant qu'au cours des semaines et des mois à venir, nous aurions une idée plus claire de la quantité de fonctions que je pourrais récupérer. Certains patients atteints de blessures similaires retrouvent une mobilité importante, tandis que d'autres connaissent une amélioration plus limitée. Beaucoup dépendra de votre processus de guérison individuelle et de la diligence avec laquelle vous travaillerez avec la physiothérapie. Alors, je pourrais être paralysé pour toujours? Les mots me semblaient surréels en sortant de ma bouche. Je n'utiliserai pas le terme pour toujours à ce stade, répondit prudemment le docteur Martinez. Mais oui, vous souffrez actuellement de paraplégie, qui est une paralysie affectant les membres inférieurs. Nous travaillerons avec vous pour maximiser toute récupération possible, mais vous devriez vous préparer à la possibilité de défis de mobilité à long terme. La nouvelle m'a frappé comme un coup physique. J'étais entré à la fête d'anniversaire de mon frère en tant que femme en bonne santé de 28 ans, et j'en sortais avec un handicap qui allait changer ma vie, tout cela à cause d'une farce et du refus de ma famille de prendre ma douleur au sérieux. Il y a autre chose dont nous devons discuter, dit le docteur Martinez, son ton changeant légèrement. Les circonstances de votre blessure ont suscité une enquête. Il y a 2 policiers qui attendent de vous parler lorsque vous vous sentirez à la hauteur. J'ai fermé les yeux brièvement, absorbant cette information. Mon frère a mis de l'huile sur la terrasse. Il l'a admis. Il voulait que je glisse en guise de blague. Le docteur Martinez hocha la tête. C'est conforme aux informations que nous avons reçues des ambulanciers paramédicaux. Et il semble y avoir une certaine inquiétude quant au retard à solliciter des soins médicaux pour vous après la blessure. Mes parents ne croyaient pas que j'étais vraiment blessé, dis-je, la douleur familière de leur rejet m'envahissant à nouveau. Ils m'ont dit de me relever. Ils m'ont accusé d'être dramatique et d'essayer de gâcher la fête de Jason. Un éclair de quelque chose, colère, peut-être, traversa l'attitude professionnelle du docteur Martinez. Dans les cas de suspicion de lésion de la moelle épinière, l'immobilisation immédiate et les soins médicaux sont cruciaux. Les retards peuvent considérablement aggraver le résultat. Êtes-vous en train de dire que s'ils avaient appelé une ambulance tout de suite, je ne serais peut-être pas paralysé? Les implications de cela étaient presque trop lourdes à supporter. Il est impossible de le dire avec certitude, répondit-elle prudemment. Mais oui, en général, plus une lésion de la moelle épinière est traitée tôt, meilleur est le pronostic. Chaque minute compte. Je sentais des larmes couler sur mes joues. La blessure elle-même était suffisamment dévastatrice, mais savoir qu'elle aurait pu être moins grave si ma famille m'avait simplement cru était une couche de trahison supplémentaire à laquelle je n'étais pas préparé. Le docteur Martinez m'a donné un moment pour digérer, puis a demandé, « Vous sentez-vous capable de parler à la police maintenant, ou préférez-vous vous reposer d'abord ?» Je vais leur parler, décidai-je. Je veux qu'ils sachent ce qui s'est passé. Elle hocha la tête et partit chercher les policiers. Carlos est resté, ajustant légèrement ma position pour me mettre plus à l'aise et offrant des mouchoirs pour mes larmes. Les policiers qui sont entrés étaient tous les 2 des femmes, ce qui m'a d'une certaine manière fait me sentir plus en sécurité. Elles se sont présentées comme la détective Sullivan et l'agent Chen, expliquant qu'elles enquêtaient sur les circonstances entourant ma blessure. Nous comprenons que c'est difficile, dit la détective Sullivan.
Mais nous devons vous poser quelques questions sur ce qui s'est passé hier. J'ai raconté les événements aussi clairement que je pouvais m'en souvenir, mon arrivée à la fête, la cruauté de Jason, la réponse de ma famille à ma blessure. Donc, pour être clair, clarifia la détective Sullivan, après que vous soyez tombé et que vous ayez signalé que vous ne pouviez pas sentir ou bouger vos jambes, personne n'a appelé pour obtenir une assistance médicale, pas avant l'intervention de Rachel, l'infirmière qui était à la fête? J'ai confirmé. C'était au moins 15 ou 20 minutes après ma chute. Mon père m'a dit de me relever, et ma mère m'a accusé d'essayer de gâcher l'anniversaire de Jason. L'agent Chen, qui avait pris des notes, leva les yeux. Et votre frère a admis avoir mis de l'huile sur la terrasse? Oui. Il a dit que c'était censé être une blague. Il pensait que je glisserais et tomberais dans la piscine. Il ne pensait pas que je me cognerais contre le bord en béton. Les policiers échangèrent des regards. Nous devons vous informer, dit la détective Sullivan, que nous avons déjà recueilli les dépositions de plusieurs témoins sur les lieux, notamment l'infirmière, Rachel Cooper, et les ambulanciers paramédicaux qui vous ont transporté. Nous avons également recueilli des preuves sur la terrasse, qui ont confirmé la présence d'huile de terrasse dans la zone où vous êtes tombé. Elle fit une pause avant de continuer. Votre frère, Jason Matthews, a été placé en garde à vue la nuit dernière pour mise en danger de la vie d'autrui, ayant entraîné des lésions corporelles graves. Vos parents, Douglas et Eleanor Matthews, font actuellement l'objet d'une enquête pour négligence et défaut de fournir l'assistance médicale nécessaire. La nouvelle m'a stupéfaite. Même si ma famille m'avait fait du mal, je n'avais jamais imaginé qu'elle ferait face à des accusations criminelles. Il pourrait aller en prison, demandai-je, ma voix à peine audible. Cela dépendra du procureur de district et en fin de compte des tribunaux, répondit la détective Sullivan. Mais oui, ce sont des accusations graves, surtout compte tenu de la gravité de vos blessures. Elles ont posé quelques questions supplémentaires, m'ont remercié de ma coopération et sont parties, promettant de me tenir informé de l'enquête. Après leur départ, je suis resté allongé sur le lit d'hôpital en essayant de tout comprendre. La réalité physique de ma blessure était suffisamment accablante, mais les implications juridiques et émotionnelles de ce qui s'était passé étaient tout aussi stupéfiantes. Personne de ma famille n'avait appelé ou rendu visite. Je me demandais si la loi leur interdisait de me contacter ou si elles continuaient simplement leur schéma de toute une vie consistant à éviter de rendre compte des dommages qu'elles causaient. Alors que le soir tombait, un travailleur social de l'hôpital nommé Marcus est venu me voir. Il a expliqué qu'il aiderait à coordonner mon plan de soins, y compris les options de réadaptation et les ressources pour m'adapter à la vie avec une lésion de la moelle épinière. Vous faites face à une période de guérison importante, m'a-t-il dit doucement. Après que vous serez suffisamment stable pour quitter les soins de courte durée, vous devrez probablement passer plusieurs semaines dans un établissement de réadaptation pour patients hospitalisés, suivi d'une thérapie ambulatoire continue. Je vis seul, dis-je, les implications pratiques me frappant soudainement. Mon appartement a des escaliers. J'enseigne à l'école primaire, ce qui signifie être debout toute la journée. Marcus hocha la tête de manière compréhensible. Ce sont tous des défis que nous vous aiderons à relever. Il existe des ressources disponibles pour les modifications domiciliaires, la réadaptation professionnelle et les prestations d'invalidité. Il y a beaucoup à assimiler en ce moment, je sais, en effet c'était le cas. En l'espace de 24 heures, tous les aspects de ma vie avaient été bouleversés, mon corps, ma maison, ma carrière, mes relations familiales, tous transformés de manière que je commençais seulement à comprendre. Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôpital, j'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu et tout ce qui était maintenant incertain devant moi. Mais sous le deuil et la peur, une petite étincelle de détermination a commencé à briller. J'avais survécu aux abus émotionnels de toute une vie de ma famille. D'une manière ou d'une autre, je survivrai à cela aussi, et pour la première fois, ils feraient face aux conséquences de leurs actes. Les semaines qui ont suivi ma blessure se sont déroulées dans un tourbillon de procédures médicales, de gestion de la douleur et des premiers pas hésitants vers la réadaptation. Je suis resté à l'hôpital pendant 14 jours, au cours desquels l'étendue de ma blessure est devenue plus claire. Le docteur Martinez a expliqué que même si la chirurgie avait réussi à stabiliser ma colonne vertébrale et à soulager la pression sur ma moelle épinière, il y avait des dommages importants qui prendraient du temps à guérir, s'ils guérissaient du tout. Vous avez ce que nous appelons une classification ASIAC, m'a-t-elle dit lors d'une de ses visites quotidiennes. Cela signifie que vous avez conservé une certaine fonction motrice sous le niveau de la lésion, mais elle n'est pas assez forte pour être fonctionnelle.
vous avez également une certaine préservation sensorielle, ce qui est un signe positif. J'avais commencé à retrouver une certaine sensation dans mes cuisses et des picotements occasionnels dans le bas de mes jambes, ce que l'équipe médicale considérait comme encourageant. Cependant, je n'avais toujours aucun mouvement volontaire sous mes genoux et une force minimale dans les muscles de mes hanches et de mes cuisses. Les aspects physiques de la guérison étaient déjà assez difficiles, mais les procédures judiciaires ont ajouté une autre couche de complexité à ma situation. 10 jours après ma blessure, j'ai reçu la visite d'une femme nommée Laura Jensen, qui s'est présentée comme procureure adjointe du district. L'enquête policière sur votre affaire est terminée, m'a-t-elle informé. Sur la base des preuves recueillies et des témoignages, nous avons déposé des accusations formelles contre votre frère et vos parents. Jason était accusé d'un crime de mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné des lésions corporelles graves, ce qui entraînait une peine potentielle pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Mes parents ont été accusés de négligence criminelle et de défaut de fournir l'assistance médicale nécessaire, ce qui pourrait entraîner jusqu'à 5 ans d'incarcération s'ils étaient reconnus coupables. Bien sûr, ce sont les peines maximales, expliqua Laura. Les peines réelles dépendraient de nombreux facteurs, y compris les antécédents criminels, qu'aucun d'entre eux n'a, et de la question de savoir s'ils acceptent la responsabilité en plaidant coupable. Elle m'a également informé que j'avais le droit d'intenter une action civile contre eux pour dommages et intérêts, quel que soit le résultat de l'affaire pénale. Les frais médicaux pour les lésions de la moelle épinière peuvent atteindre des millions au cours d'une vie, dit-elle, sans parler des pertes de salaire, de la douleur et de la souffrance, des modifications domiciliaires, de l'équipement spécialisé et des besoins de soins continus. C'était accablant d'y penser. Une partie de moi ne voulait plus rien avoir à faire avec ma famille, simplement couper tous les liens et me concentrer sur ma guérison, mais la réalité pratique était que je faisais face à d'énormes défis financiers à la suite de leurs actions. Laura m'a mise en contact avec un avocat spécialisé dans les lésions corporelles, nommé Michael Greenberg, qui était spécialisé dans les cas de lésions de la moelle épinière. Il m'a rendu visite à l'hôpital le lendemain, expliquant le processus de dépôt d'une action civile et ce à quoi je pouvais raisonnablement m'attendre. Votre affaire est solide, m'a-t-il dit après avoir examiné les rapports de police et les dossiers médicaux. La responsabilité est claire, surtout avec l'aveu de votre frère qu'il a délibérément créé la condition dangereuse. L'assurance habitation de vos parents couvrira probablement certains dommages, mais pour la compensation complète que vous méritez, nous devrons également viser leurs biens personnels. La pensée me mettait mal à l'aise. Malgré tout, c'étaient toujours mes parents. Mais comme Michael l'a gentiment souligné, ma nouvelle réalité comprendrait des frais médicaux importants, des besoins potentiels de soins à vie et une capacité de gain considérablement modifiée. Il ne s'agit pas de vengeance, m'a-t-il assuré. Il s'agit de s'assurer que vous avez les ressources dont vous avez besoin pour vivre une vie aussi pleine et indépendante que possible. J'ai accepté de le laisser intenter l'action en justice, une décision qui me semblait à la fois nécessaire et déchirante. Pendant ce temps, ma guérison physique s'est poursuivie. Après 2 semaines en soins aigus, j'ai été transféré dans un centre de réadaptation spécialisé pour les lésions de la moelle épinière. L'établissement était moderne et bien équipé, avec une équipe de physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, de psychologues et d'infirmières en réadaptation, tous axés sur l'aide aux patients comme moi pour s'adapter à la vie après une lésion de la moelle épinière. Mon physiothérapeute principal était un homme nommé David, qui combinait un optimisme inébranlable avec un réalisme pragmatique. Notre objectif est de maximiser toute récupération de la fonction que vous éprouverez, expliqua-t-il lors de notre première séance, mais il est tout aussi important d'apprendre à être aussi indépendant que possible avec la fonction que vous avez en ce moment. Les journées au centre de réadaptation se sont déroulées selon une routine exigeante. Les matinées commençaient par 2 heures de physiothérapie, axée sur le renforcement des muscles qui fonctionnaient encore et sur l'apprentissage des techniques de transfert pour passer du lit au fauteuil roulant et vice-versa. Les après-midi comprenaient de l'ergothérapie où j'ai appris des techniques d'adaptation pour les activités de la vie quotidienne, de m'habiller à cuisiner en position assise. Il y avait aussi des séances de groupe, où j'ai rencontré d'autres personnes atteintes de lésions de la moelle épinière à différents stades de guérison. Certains avaient été blessés il y a des années et revenaient périodiquement pour une thérapie de mise au point. D'autres étaient nouvellement blessés comme moi, s'adaptant encore au changement radical dans leur vie. L'une de ces patientes était une femme nommée Tara qui avait subi une blessure similaire dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Elle utilisait une combinaison d'attelles de jambes et de béquilles d'avant-bras pour marcher sur de courtes distances, bien qu'elle comptait sur un fauteuil roulant pour la mobilité quotidienne. Ça devient plus facile, me dit-elle un soir pendant l'heure du dîner des patients. Pas nécessairement les trucs physiques,
bien que cela s'améliore avec le temps. Je veux dire l'ajustement émotionnel. En ce moment, tout dans votre vie est défini par votre blessure. Finalement, elle devient juste un aspect de qui vous êtes, pas votre identité entière. Ces mots m'ont donné de l'espoir pendant les moments les plus sombres où l'avenir semblait désespérément sombre. Il y a eu des jours où j'ai fait des progrès, réussissant à me tenir debout entre des barres parallèles avec le soutien d'attelles de jambes ou éprouvant de nouvelles lueurs de sensations dans mes pieds. Il y a aussi eu des revers, des infections qui ont retardé la thérapie, des moments de désespoir où l'ampleur de ce que j'avais perdu m'a submergé. Pendant tout ce temps, je n'ai reçu aucun contact de ma famille. Mon avocat m'a informé qu'ils avaient reçu pour instruction de leur conseiller juridique de ne pas communiquer directement avec moi en raison des affaires pénales et civiles en cours. Une partie de moi était soulagée, une autre partie ressentait l'absence comme un autre abandon. Des amis et des collègues de l'école primaire où j'enseignais sont intervenus pour combler le vide. Ils ont organisé une rotation de visiteurs pour briser la monotonie de la vie hospitalière, ont apporté des repas faits maison pour compléter la nourriture institutionnelle et ont mis en place une campagne de financement pour aider à payer les dépenses non couvertes par l'assurance. 3 mois après ma blessure, les affaires pénales contre ma famille se sont dirigées vers une résolution. Jason a accepté un accord de plaidoyer, admettant sa culpabilité pour mise en danger de la vie d'autrui ayant entraîné des lésions corporelles graves en échange d'une peine de 5 ans, dont 2 à purger en prison et 3 en probation. Mes parents ont également conclu des accords de plaidoyer, recevant chacun 2 ans de probation et 400 heures de travaux d'intérêt général, ainsi qu'une thérapie obligatoire. L'affaire civile a pris plus de temps à résoudre. Michael, mon avocat, a déposé chaque membre de la famille, recueillant leurs témoignages sous serment sur les événements qui ont mené à ma blessure. Le processus a été épuisant mais nécessaire, les obligeant à reconnaître sous serment la réalité de ce qu'ils avaient fait. 6 mois après le dépôt de la plainte, nous sommes parvenus à un règlement. L'assurance habitation de mes parents a versé sa responsabilité maximale de $1 million. De plus, mes parents ont accepté de vendre leur maison et de liquider une partie importante de leur épargne retraite pour créer un fonds en fiducie de $2 millions supplémentaires pour mes besoins de soins continus. C'était une somme importante, suffisante pour couvrir mes frais médicaux immédiats, les modifications nécessaires pour rendre mon appartement accessible et fournir un coussin financier pendant que je cherchais à quoi pourrait ressembler mon avenir professionnel. Mais aucune somme d'argent ne pouvait restaurer ce que j'avais perdu, tant physiquement qu'émotionnellement. Au bout de 8 mois après ma blessure, j'avais fait ce que mon équipe médicale considérait comme des progrès remarquables. J'avais retrouvé une certaine fonction dans les muscles de mes jambes, suffisamment pour qu'avec des attelles spécialisées et une marchette, je puisse faire des pas courts et pénibles. Ce n'était pas de la vraie marche, pas le mouvement facile et inconscient que j'avais autrefois tenu pour acquis, mais c'était plus que beaucoup d'autres personnes atteintes de blessures similaires n'avaient jamais réalisé. J'ai été libéré du centre de réadaptation pour patients hospitalisés, poursuivant la thérapie en externe 3 fois par semaine. J'ai emménagé dans mon appartement, qui avait été modifié avec des rampes, des portes plus larges et une salle de bain accessible. Une soignante à temps partiel m'aidait avec les tâches que je ne pouvais pas encore gérer de manière indépendante. J'ai également commencé le processus de réimaginer ma vie professionnelle. Bien que le retour à l'enseignement en classe ne semble pas réalisable, le district scolaire m'a offert un poste de spécialiste des programmes d'études, un rôle que je pouvais exercer en grande partie à domicile avec des visites occasionnelles dans les écoles. Tout au long de cette période de guérison physique et d'ajustement pratique, j'étais également engagé dans un autre type de guérison, travaillant avec une thérapeute nommée Claire, qui s'est spécialisée dans les traumatismes et la dynamique familiale. Ce qui vous est arrivé n'est pas seulement une blessure physique, souligna Claire lors d'une de nos séances. C'est le point culminant d'une vie d'abus émotionnels et de négligence. La paralysie de vos jambes est visible, mais il existe d'autres blessures invisibles qui ont également besoin de guérison. Avec ces conseils, j'ai commencé à traiter non seulement le traumatisme de la blessure elle-même, mais aussi les schémas plus profonds de dysfonctionnement familial qui l'avaient rendu possible, l'invalidation constante de mes expériences, la dynamique d'enfant chéri et de bouc émissaire entre Jason et moi, la façon dont mes parents avaient constamment privilégié les apparences à mon bien-être. Votre famille vous a fait défaut de la manière la plus fondamentale, dit Claire. Elle avait un seul travail, vous protéger et prendre soin de vous. Au lieu de cela, elle vous a causé du tort, puis a refusé de le reconnaître. Reconnaître cette vérité était douloureux mais finalement libérateur. Cela m'a permis de voir que ma blessure, aussi dévastatrice soit-elle, m'avait également libéré du système familial toxique qui m'avait causé tant de souffrances tout au long de ma vie.
pensez-vous que vous vous réconcilierez un jour avec eux, demanda Claire lors d'une séance. J'ai examiné la question attentivement. Je ne sais pas. Une partie de moi pense qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Une autre partie se demande si ces conséquences juridiques pourraient enfin les forcer à faire face à la réalité de leur comportement. Quoi qu'il en soit, dit-elle, votre guérison ne dépend pas de leur reconnaissance ou de leur changement. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même. Et lentement, laborieusement, c'est ce que j'ai commencé à faire, guérir non seulement mon corps, mais mon estime de soi, ma compréhension de ce que devrait être une famille et des relations que je méritais dans ma vie. Alors que j'approchais du premier anniversaire de ma blessure, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Jason, qui écrivait de prison. L'enveloppe est restée non ouverte sur ma table de cuisine pendant 3 jours avant que je ne trouve le courage de la lire. À l'intérieur se trouvait une longue lettre d'excuses manuscrite, la première véritable que j'avais jamais reçue de mon frère. Il a écrit sur la thérapie qu'il suivait en prison, comment il affrontait enfin la personne qu'il avait été et le mal qu'il avait causé. Il n'a donné aucune excuse pour son comportement et n'a rien demandé en retour, pas même le pardon. Je comprends si tu ne veux plus jamais avoir de mes nouvelles, a-t-il écrit en conclusion. Je ne t'en voudrais pas, mais je voulais que tu saches que je suis vraiment désolé pour la douleur que je t'ai causée, non seulement ce jour-là, mais tout au long de notre vie. Tu méritais tellement mieux. La lettre m'a laissé des sentiments compliqués. Elle semblait sincère, mais je n'étais pas prête à laisser Jason revenir dans ma vie, si jamais je le serais. Pourtant, il y avait une certaine fermeture à ce que mes expériences soient enfin reconnues par quelqu'un qui avait été là. Mes parents n'ont jamais pris contact directement, bien que j'ai entendu dire par des connaissances communes qu'ils avaient déménagé en Floride, recommençant à zéro dans une maison plus petite avec tous les biens qu'ils avaient réussi à conserver après le règlement. Quant à moi, je construisais une nouvelle vie, différente de ce que j'avais prévu, certainement plus difficile à bien des égards, mais aussi riche de nouveaux sens et de nouvelles connexions. Les amis qui m'avaient soutenu pendant mon hospitalisation sont devenus ma famille choisie. La communauté de défense des droits des personnes handicapées que j'avais rejointe m'a donné un sentiment d'utilité et d'appartenance que je n'avais jamais ressenti dans ma famille biologique, et quelque part en cours de route, j'ai découvert en moi une résilience que je n'avais pas su exister, une capacité non seulement à survivre à un traumatisme, mais aussi à trouver un sens et même une croissance à la suite. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique à la fête d'anniversaire de mon frère, 2 ans depuis qu'une farce cruelle et l'indifférence insensible d'une famille ont changé le cours de ma vie à jamais, 2 ans de chirurgie, de réadaptation, d'adaptation et de travail émotionnel profond. Ma vie aujourd'hui ressemble peu à ce qu'elle était avant. Je vis maintenant dans un appartement différent, une unité au rez-de-chaussée dans un immeuble avec des caractéristiques d'accessibilité complète. Je conduis une voiture avec des commandes manuelles. Je travaille à distance la plupart des jours, bien que je visite des écoles plusieurs fois par mois pour former les enseignants sur le programme que j'ai aidé à élaborer. Physiquement, j'ai fait ce que mes médecins considèrent comme des progrès remarquables. Avec des attelles de jambes et des béquilles d'avant-bras, je peux marcher. J'ai retrouvé la sensation dans environ 60% du bas de mon corps, bien qu'elle reste altérée, se manifestant parfois par des picotements ou une hypersensibilité plutôt que par une sensation normale. Il y a des bons jours et des mauvais jours, des jours où je me déplace avec une relative facilité et où j'oublie presque les limites de mon corps, et des jours où des spasmes douloureux ou des complications comme les infections des voies urinaires me rappellent avec force tout ce qui a changé. Mais la guérison la plus significative n'a pas été physique. C'est le voyage intérieur de victime à survivant, de quelqu'un défini par ce qui lui a été fait à quelqu'un qui façonne activement sa propre histoire. Il y a 6 mois, je me suis impliqué dans un groupe de défense des droits des survivants de lésions de la moelle épinière, servant de mentor à des patients nouvellement blessés. 2 fois par semaine, je visite le même centre de réadaptation où j'ai passé des mois à réapprendre les compétences de base de la vie. Je m'assois avec des personnes qui sont là où j'étais il y a 2 ans, consumées par le chagrin et la peur, incertaines si la vie peut encore être belle. Ce n'est pas plus facile, leur dis-je, faisant écho à ce que Tara m'a dit un jour, mais vous devenez plus fort et vous trouvez de nouvelles façons de définir ce qui compte. Grâce à ce travail, j'ai rencontré Thomas, un physiothérapeute spécialisé dans les blessures neurologiques. Notre relation professionnelle a progressivement évolué vers une amitié et plus récemment vers une romance hésitante. Il me voit pour qui je suis, non pas défini par mon handicap, mais sans l'ignorer non plus. Avec lui, j'apprends ce que ressent un amour sain, construit sur une base de respect mutuel et de soins authentiques. Quant à ma famille, ce chapitre reste compliqué.
Jason a été libéré de prison il y a 4 mois, après avoir purgé sa peine complète de 2 ans. Il m'a écrit à nouveau, me demandant si nous pourrions nous rencontrer un jour quand je me sentirai prête. Je n'ai pas encore décidé si une telle réunion fera un jour partie de mon parcours de guérison. Mes parents restent en Floride, vivant leur vie séparément de la mienne. De temps en temps, je reçois des nouvelles indirectes à leur sujet par l'intermédiaire de parents éloignés. Ils ont apparemment raconté une version aseptisée des événements à leur nouvelle communauté, se présentant comme des parents dévoués soutenant leur fille dans un accident tragique. La vérité, comme toujours dans ma famille, a été remodelée pour protéger leur image, mais leur récit n'a plus de pouvoir sur moi. J'ai appris que ma vérité n'a pas besoin de leur reconnaissance pour être valide. Ma douleur n'a pas besoin de leur reconnaissance pour être réelle. Cela a peut-être été la leçon la plus profonde de mon parcours, que la validation doit finalement venir de l'intérieur. Pour quelqu'un élevé à douter de ses propres expériences, à remettre en question sa propre douleur, cette réalisation a été révolutionnaire. J'ai aussi appris à connaître le vrai sens de la famille, qu'elle n'est pas nécessairement définie par le sang ou les liens juridiques, mais par ceux qui se présentent lorsque vous êtes le plus vulnérable, par ceux qui restent lorsque rester devient difficile, par ceux qui voient votre douleur et répondent avec compassion plutôt qu'avec rejet. Ma famille choisie s'est agrandie au cours de ces 2 années. Elle comprend Sarah, l'ambulancière paramédicale qui a d'abord reconnu la gravité de ma blessure et s'est assurée que je recevais les soins appropriés, Rachel, l'infirmière qui est intervenue quand personne d'autre ne l'a fait, David, mon physiothérapeute, qui m'a poussé à réaliser plus que je ne le pensais possible, Claire, qui m'a aidé à naviguer dans le paysage émotionnel du traumatisme et de la guérison, et maintenant Thomas, qui m'aime, non pas malgré mes cicatrices, mais avec une pleine reconnaissance de la façon dont elles m'ont façonné. Ensemble, ces connexions m'ont appris à quoi ressemble un attachement sain, ce que c'est que d'être cru, d'être soutenu, d'être valorisé simplement pour qui je suis plutôt que pour maintenir des apparences pratiques. Le mois dernier, j'ai terminé ma maîtrise en psychologie de l'éducation, me spécialisant dans les pratiques d'enseignement tenant compte des traumatismes. L'automne prochain, je commencerai un nouveau poste de consultante pour le district scolaire, formant les éducateurs à reconnaître et à soutenir les enfants confrontés à diverses formes de traumatisme, y compris les dysfonctionnements familiaux. J'ai l'impression que c'est une façon d'honorer mon propre parcours tout en créant un sens à partir de la douleur que j'ai vécue. Peut-être que c'est la forme ultime de guérison, ne pas effacer la blessure, mais la transformer en quelque chose qui sert un but plus grand que soi. Ma paralysie fera toujours partie de mon histoire, tout comme la dynamique familiale qui y a contribué, mais ni l'une ni l'autre ne définit l'entièreté de qui je suis ou de ce que ma vie peut signifier. Parfois, quand je suis avec Thomas ou entouré d'amis, riant et pleinement présente dans le moment, je réalise avec surprise que je suis heureuse, non pas malgré ce qui s'est passé, mais d'une manière qui l'intègre dans un récit plus large de résilience et de croissance. D'autres fois, généralement tard dans la nuit, quand la douleur m'empêche de dormir, je me bats encore contre la colère et le chagrin pour ce qui m'a été enlevé, les capacités physiques que j'ai perdues, les relations familiales qui, même si elles étaient toxiques, représentaient mes principaux attachements pendant 28 ans, le sentiment de sécurité dans le monde qui ne reviendra peut-être jamais complètement. Mais même dans ces moments sombres, je ne suis plus seul avec ma douleur. J'ai appris à tendre la main, à m'autoriser à être vulnérable avec ceux qui ont gagné ma confiance, à accepter l'aide sans honte, à reconnaître mes limites sans être défini par elles. S'il y a de la sagesse à tirer d'un traumatisme, c'est peut-être ceci, que nos blessures nous façonnent, mais elles n'ont pas besoin de nous déterminer, que même les trahisons les plus profondes peuvent devenir des catalyseurs d'une transformation profonde, que parfois, il faut être brisé pour découvrir à quel point nous contenons de la force. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mes médecins disent que je pourrais continuer à constater de petites améliorations de la fonction jusqu'à 5 ans après la blessure, bien que les gains les plus importants se produisent généralement au cours des 2 premières années. Je pourrais marcher plus facilement un jour, ou pas. Quoi qu'il en soit, je continuerai à construire une vie qui tient compte de ma réalité tout en repoussant les limites de ce qui semble possible. Ce que je sais, c'est que je ne suis plus la femme qui est entrée à cette fête d'anniversaire il y a 2 ans, désespérée d'obtenir l'approbation de personnes incapables de me voir vraiment. Je suis quelqu'un de nouveau, forgé dans le creuset du traumatisme et de la guérison, plus fort dans les endroits brisés, comme l'a écrit Hemingway, plus authentique, plus compatissante, plus consciente à la fois de ma vulnérabilité et de mon pouvoir. Et cela, peut-être, est le cadeau le plus inattendu à émerger de cette épreuve, la découverte d'un soi qui vaut la peine de se battre, qui vaut la peine d'être cru, qui vaut la peine d'être aimé. Si vous regardez ceci et que vous vous trouvez dans une situation où votre douleur est rejetée,
où votre réalité est niée par ceux qui devraient vous protéger, sachez que vous méritez mieux. Vos expériences sont valables, votre souffrance compte, et il y a des gens dans ce monde qui vous verront vraiment si vous pouvez trouver le courage d'aller au-delà de ceux qui refusent de le faire. Avez-vous déjà vu votre douleur rejetée par quelqu'un qui aurait dû vous croire? Comment avez-vous trouvé la force de vous faire confiance quand les autres ne le voulaient pas? Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bonne chance.